J'ai utilisé aucun nom réel, puisque, comme je l'ai déjà dit dans un bouquin précédent, je ne prononcerai jamais leur nom. Il faut se souvenir de ce que ces gens ont fait, mais jamais des noms des personnes qui l'ont fait. On devrait plutôt se souvenir des noms des victimes dans ce genre de cas, et pas se laisser pourrir la tête avec les noms des criminels. Ce roman donc, est né d'une balade à moto à l'origine, avec mes amis Spitfire dont je parlais tout à l'heure. J'étais en Espagne avec eux, enfin avec quelques-uns d'entre eux, et on s'était arrêté au bord d'une route, en fait, dans un café. Et on avait soif, évidemment, en Espagne il fait chaud, au mois d'août, donc on était vraiment en mode relax, quoi. Il y avait un petit chien qui venait avec nous, enfin, c'était vraiment très sympa, de la poussière un peu partout. Et puis devant ce café, un énorme parking avec des poids lourds qui s'arrêtaient, et les gars qui descendaient pour venir eux aussi boire un coup. Et il y a ce fameux poids lourd, celui par lequel tout est arrivé, qui se gare face à nous, en 2-3 quarts, en fait pas tout à fait de face, mais 2-3 quarts, il pointait le nez vers nous. Et le conducteur descend de sa cabine jusque sur le marchepied, et il s'arrête. Et il bouge plus, et il est en suspens en fait, derrière sa portière, avec la poussière qui est sur la vitre, on voit rien du tout. Et à ce moment-là, j'ai un petit frémissement là, vous savez, sur la peau, dans la cervelle. Et on sait qu'à ces moments-là, enfin moi, depuis le nombre de bouquins que j'ai écrits, parce que j'en arrive quand même à 19 là, je sais qu'il y a un truc qui se passe, et qu'il y a quelque chose à prendre de cette scène. Et en fait, non seulement je le prends pas véritablement, mais ce truc-là me tombe dessus. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce gars ? Pourquoi est-ce qu'il descend pas ? Il doit avoir soif, il doit avoir des heures de route derrière lui. Et pourquoi est-ce qu'il descend pas ? Est-ce qu'il vient pas au café comme nous, en fait, boire une bière, une limonade, ce qu'il veut, mais se rafraîchir, quoi. Et je me suis dit, s'il reste derrière cette portière, c'est peut-être parce qu'il a quelque chose à cacher, peut-être il guette quelqu'un. Est-ce que quelqu'un l'a suivi ? Est-ce que lui, il a repéré une proie ? Est-ce que c'est un mec qui veut absolument pas qu'on le voit ? Et du coup, tout démarre de ça, en fait. J'ai tout de suite imaginé, j'ai tout de suite repensé au film Duel, où on voit la botte du conducteur derrière le camion qui poursuit cette fameuse voiture. On voit la botte du routier qui vient frapper les pneus, et le mec est terrorisé dans sa voiture, et la personnalité du conducteur du camion, en fait, on le voit jamais, en fait, ce gars-là, dans ce film, et ça m'a fait exactement la même impression. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas quelqu'un qui est nocif dans ce camion-là ? Est-ce que ça pourrait pas être un criminel Et puis, sur la route du retour, en rentrant à la maison, donc moi j'étais en Espagne, il nous a fallu quand même 2-3 jours pour remonter, et sur toute la route du retour, ce personnage-là a pris corps. Et je me suis dit, quitte à en faire un tueur, autant en faire le truc le plus terrible que j'ai pu imaginer jusque-là, et en faire un tueur en série, parce que j'avais jamais travaillé le tueur en série, et quitte à faire un tueur en série, autant faire vraiment le tueur en série au carré, au cube, et je voulais vraiment quelque chose de vraiment terrifiant, et non seulement parce qu'il est lui, mais parce qu'il génère aussi. Et c'est ça, en fait, qui est au final, qui est le cœur du roman. Et comme ça est né Loulou. Ça est né Loulou. Et ça vient d'où l'idée de ce surnom ? Alors, au départ, j'avais une petite idée, c'est que c'est sa femme qui l'appelle Loulou, elle l'oblige, en fait. Elle l'appelle Loulou parce qu'elle est fan de la série, en fait, avec Dujardin et Audrey Lamy, Loulou et Chouchou, et donc elle l'oblige à l'appeler Chouchou aussi. Et puis en fait, au moment de la correction du bouquin, Flo m'a dit, ouais, c'est pas forcément vital, en fait, cette conjonction des deux prénoms qui évoquent la série. Et je me suis dit, je vais quand même garder Loulou parce que ça me permet, en fait, c'était une astuce qui me permettait de lui donner un nom sans donner son nom. C'est-à-dire que ça m'évitait de répéter il, le routier, le camionneur, etc. Donc j'avais Loulou qui était là, qui me permettait de le désigner, mais ça donnait pas son identité de toute façon. Et ça lui donnait ce petit côté gentillet, sympatoche, Max Meignier, les routiers sont sympas. Et donc ça pouvait me permettre de contourner le problème de l'identité du personnage. Alors Loulou, c'est un petit nom sympathique, mais Loulou, il a un plan. Alors on va pas vous dire grand-chose de ce plan ce soir, c'est pas drôle. Mais je vais vous donner un indice, c'est pas de devenir champion de France de tir à l'arc. Voilà, non. Ça c'est ma petite contribution à votre enquête personnelle. Dans Invisible, on sent l'intention de raconter une histoire où l'enjeu, il y a l'enquête, mais c'est pas spécialement l'enquête, on est en immersion dans la mécanique du tueur,
Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette manière d'aborder le polar? Déjà, être dans la tête du tueur, c'est vrai que c'est quelque chose qui est fascinant, que ce soit pour toutes les émissions criminelles ne parlent que de ça, de toute manière. Et puis, moi, j'ai déjà travaillé aussi un bouquin qui s'appelait Ne prononcez jamais leur nom, où c'est clairement le sujet aussi. Je pense que c'est à la fois fascinant, horrifique, et puis on se demande comment ces gens en arrivent là, finalement. Dans l'Aigle Noir aussi, mais d'une manière peut-être moins personnalisée, puisque comme on ne prononçait jamais leur nom, c'était à la première personne carrément. Donc là, c'était vraiment de l'immersion dont j'ai eu du mal à me sortir, hein, véritablement. Là, avec le loup, c'était un peu moins compliqué de quitter ce roman pour en écrire un autre derrière, mais le fait de rentrer dans la personnalité de ce tueur, en fait, de ce qui l'anime, de ce qui le remue, ça, c'est très dérangeant. Et moi, pour moi, c'était quelque chose que j'avais vraiment jamais fait, un tueur en série. Et ça m'a vraiment intéressé de plonger là-dedans et surtout Pourquoi maintenant, de Jacques? lui donner. Pourquoi Pardon. maintenant? Pourquoi maintenant? T'as dit que tu l'avais Alors, jamais fait et... pourquoi maintenant? La question est filoute, hein, parce que tu connais déjà la réponse. Oui. Oui, alors, en fait, j'ai jamais véritablement conceptualisé ça. Pourquoi je ne travaillais pas les tueurs en série? Et en fait, j'étais récemment au Salon du Mans, là, en octobre dernier, et j'ai eu une table ronde où une personne m'a posé la question en me disant c'est votre 18e roman, comment ça se fait que vous n'avez jamais travaillé le tueur en série jusque-là? Et là, j'ai eu une illumination, en fait. Et je me suis dit, oui, j'avais ma copse, hein, Claire Favant, avec qui j'ai démarré en 2010, qui a écrit un certain nombre de bouquins avec des tueurs en série, et quasiment que ça. Et c'était vraiment sa came, c'était vraiment son univers, son précaré. Et en fait, je pense qu'inconsciemment, je me suis toujours éloigné de ça pour ne pas lui marcher sur ses plates-bandes, parce que c'était pas, c'était son truc, et puis je me sentais pas d'aller jouer dans sa cour. Et puis, vous savez tous qu'elle a arrêté récemment d'écrire, et en tout cas de chercher à se faire publier. Je ne sais pas si elle continue à écrire dans son petit carré privé, mais en tout cas, elle écrit plus de thrillers, ni de livres sur les tueurs en série, et du coup, pour moi, puisque moi c'était mon ami et que je voulais pas, ce l'est toujours, hein, d'ailleurs, mais je voulais pas marcher sur ses plates-bandes, du coup je me suis dit, je me suis même pas dit, puisque c'était inconscient, et donc cet univers-là, en fait, c'est ouvert à moi, et quitte à ce que je l'ouvre, j'ai défoncé la porte à coups de pied, quoi. Je voulais vraiment quelque chose de très très noir, de très perturbant, en fait. On me demande dans l'oreillette Ah oui. si cette histoire est basée sur des faits réels. Est-ce que les routiers sont pas tous sympas finalement Ouais, alors l'histoire est effectivement basée sur un certain nombre de faits réels que j'ai déformés. J'ai vraiment utilisé le cœur criminel de cette histoire, et bien évidemment, j'ai utilisé aucun nom réel, puisque, comme je l'ai déjà dit dans un bouquin précédent, je ne prononcerai jamais leur nom. Il faut se souvenir de ce que ces gens ont fait, mais jamais des noms des personnes qui l'ont fait. On devrait plutôt se souvenir des noms des victimes dans ce genre de cas, et pas se laisser pourrir la tête avec les noms des criminels. C'est un vrai personnage dans Invisible, cette route. Oui, la route, c'est un vrai personnage, aussi bien d'ailleurs pour Loulou que pour Alice, hein, puisque elle la parcourt en moto jusqu'à une certaine limite, parce qu'après elle a une partie en voiture aussi. Je veux pas non plus que ça soit systématique, en fait, la moto sur les romans où elle est un des personnages principaux, où d'ailleurs elle reviendra bientôt et sans moto, enfin quasiment. Et donc oui, la route est vraiment un élément central de cette histoire. C'est une histoire qui se passe un peu partout, et en fait l'idée justement c'est que le crime est partout, et qui peut être partout à partir du moment où Loulou est le genre de personne qui lui ressemble et s'aime en un seul mot. C'est aussi l'occasion de revoir Alice. Quand on entre dans la grande cour des tueurs en série, c'est rassurant d'avoir un personnage que tu connais déjà pour le faire évoluer. En fait, c'est à la fois rassurant, c'est toujours rassurant d'utiliser, de travailler avec un personnage récurrent, parce que effectivement il a déjà un passé, on sait déjà comment il va réagir à un certain nombre de choses, mais en même temps il y a des trucs qu'on peut pas lui faire subir, ou alors on se coupe définitivement de ce personnage, donc c'est un peu dommage. Alice, ça m'empêcherait de m'en séparer déjà. Et donc c'est vrai qu'on peut pas le faire mourir véritablement, à moins d'avoir décidé qu'on allait vraiment faire un gros carton sur un personnage principal, histoire de mettre un gros coup sur le livre. Mais bon, derrière, il faut avoir autre chose aussi à proposer au lecteur. Moi, je suis pas prêt encore à faire mourir Alice et Paul, hein, donc il va y avoir encore quelques livres avec eux. Donc on sait d'emblée qu'a priori, si elle risque quelque chose, elle ne risque pas la mort, en tout cas véritablement, même si elle est menacée par moment. En revanche, tous ceux qui sont proches d'elle, il peut se passer absolument n'importe quoi, ça c'est sûr. Donc dans le prochain, elle revient,
avec Paul, puisque là, scoop, je te donne le scoop. Hein. C'est Je gentil. l'ai peut-être déjà dit en table ronde, mais c'est un crossover entre Paul et Alice. Ils ont 2 livres chacun pour l'instant, donc là c'était le moment en fait, je voulais les faire se croiser dans cette histoire. Et puis voilà, j'en dirai pas plus pour l'instant. Il y a un applaudissement général dans le chat, tout le monde valide. Voilà. Donc après, je vais les laisser se reposer pendant un moment et je vais attaquer là dans les jours qui viennent un hors-série qui sortira normalement en 2027. Donc voilà, là où par contre il va pouvoir se passer absolument n'importe quoi avec les personnages, d'où l'intérêt de temps en temps de quitter les personnages récurrents pour faire quelque chose où tous risquent le pire. Pourquoi, selon toi, on a encore besoin de littérature noire? Ça sert à quoi, les livres comme ceux que tu écris ou moi? Tout simplement, on sait que c'est de la fiction, hein, donc la vie dans laquelle nous on existe, on sait que la violence est là, on sait que on peut risquer quand on voyage en train, quand on est sur la route, ou quand on est chez soi, on peut risquer que quelqu'un s'en prenne à nous. On peut pas savoir ça. Il y a une part en fait de hasard et puis de malchance quelque part. Mais dans la littérature, on sait que c'est faux, quoi. On sait qu'on va passer un moment avec des criminels, mais c'est des criminels de papier, donc on risque rien. Donc là, ce qui nous intéresse, moi en tant que lecteur, ce qui m'intéresse, c'est l'imagination de l'auteur, de l'autrice. Qu'est-ce qu'il ou elle a pu pondre pour que ça nous retourne la tête, en fait. Et il y a des grands spécialistes de ça chez nous, en France, il y en a ailleurs aussi, mais moi je lis maintenant quasiment que des auteurs français, ça devient rare que je lise un auteur étranger. Mais chez les auteurs et autrices français, dont Max Monnoye, qui sera là tout à l'heure, il y a vraiment un talent extraordinaire à créer des histoires qui nous attrapent, qui nous agrippent. Et malgré le fait qu'on sait que c'est faux, on se fait avoir, quoi. On a peur pour les personnages, on tremble pour eux. Et puis on est en colère contre certains, on est en fureur, on a envie de les bousiller nous-mêmes, on a envie de les étrangler, alors que ce sont des pures créations. Et c'est ça qui est terrible, c'est que ça fait marcher notre imaginaire, et puis quelque part ça doit défouler une partie de notre propre agressivité dans ces lectures-là. Donc ça nous fait du bien, c'est un peu comme de taper sur une batterie ou de jouer du piano, de faire des fausses notes et de dire merde, ça voudrait jouer sans faire de fausses notes. On défoule un petit peu de ce qu'on a des gris en nous, de noir en nous. Alors une petite citation. La seule valeur de l'objet fini, c'est le travail que j'ai mis dedans. Elle est de qui, à ton avis, cette citation? Oui, c'est en fait, comme j'ai déjà dit plusieurs fois aussi en table ronde, j'ai passé ma vie avant mes heures de travail, et aujourd'hui, je fabrique des objets avec des matériaux qui ne valent rien. La seule valeur en fait de cet objet, c'est le temps que j'y ai passé. C'est pareil pour les livres, parce que là on parle de stylos, de couteaux que tu fais, que tu montres parfois sur les réseaux. C'est souvent des cadeaux d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, mais pour les livres, est-ce que tu penses que c'est... avec grand plaisir. Voilà. Bon, ça c'est un couteau, c'est un de mes tout premiers, avec du bois de serre. Alors ce cas c'est que j'ai travaillé plusieurs fois dessus, hein. C'est pour ça ici le Screamshaw c'est assez récent. En fait ça représente le tatouage que j'ai sur un bras. Donc ça c'est ce que faisaient les marins autrefois avec des défenses de morse. En fait ils passaient beaucoup de temps sur la mer parce qu'ils tuaient relativement peu d'animaux. Et quand ils avaient tout récupéré, ce qu'ils voulaient pour la viande, etc., donc ils utilisaient des défenses de morse pour graver des scènes, en fait, des scènes de bateau. Et donc ils utilisaient des aiguilles et puis de la suie, en fait, de la suie, du feu. Et ensuite ils passaient et ils font plein de petits trous, en fait, comme ça. Les plus rapprochés au moins rapprochés. Et quand c'est rapproché, c'est très noir. Quand c'est espacé, c'est moins noir. On joue dans les gris comme ça. Et voilà, donc avec un petit pommeau aussi que j'avais taillé en cire et que j'ai fait fondre après en argent. Voilà. Donc ça c'est vraiment un de mes tout premiers. Et c'est ce qui m'a, je pense, déclenché en fait à fabriquer des couteaux. Voilà. Et les livres, c'est pareil, il vaut rien en fait, hein. Il vaut rien, parce que c'est vraiment que du travail. Alors il vaut beaucoup, en réalité. Voilà. Mais les livres, je disais, c'est pareil pour toi que un stylo, un couteau que tu fais avec ton temps et ton savoir-faire. C'est pareil pour les livres? C'est un objet particulier? Disons que le livre, je suis seul maître à bord jusqu'au moment où je le présente à mon éditeur. Le couteau, je suis seul maître à bord du début à la fin. Donc c'est vraiment mon bébé à moi. Il me plaît après tel qu'il est, on change rien. C'est ma création et c'est mon bébé, c'est mon plaisir.
Voilà, il est comme je l'ai imaginé. Et s'il y a un défaut dedans, c'est pas grave, j'assume, c'est l'apprentissage aussi, parce que moi je suis encore un débutant au niveau des couteaux, hein. Je suis pas du tout un coutelier, hein, je suis vraiment un amateur en fait. Au niveau du roman, c'est différent parce que euh, effectivement, je suis maître du livre jusqu'au moment où je l'envoie à mon éditeur. Mais à partir de là, c'est un travail à plusieurs. C'est-à-dire qu'il faut déjà que l'histoire lui plaise à mon éditeur, enfin à mon éditrice en l'occurrence. Il faut que l'histoire lui plaise et ensuite on va travailler à plusieurs sur ce livre-là. Elle va apporter sa patte, elle va apporter son regard. Elle va me montrer des choses qui vont pas, parce que je sais qu'il y a des choses qui vont pas dedans. C'est à chaque fois, ça fait 18 romans, il y a toujours des choses qui vont pas. Et ensuite, il faut accepter, pour chaque auteur, hein, je ne dis pas que pour moi, mais il faut accepter aussi les remarques, il faut accepter de retravailler, et à partir de là, il vous appartient plus tout à fait votre bouquin. Déjà, il est à 2 personnes. Et ensuite arrivent les correctrices, il y a 2 correctrices qui se succèdent chez Fleuve sur mes romans. Et donc tout ça, c'est du travail à plusieurs. Donc c'est moins mon bébé à moi tout seul finalement qu'un couteau ou un stylo. Tu mesures combien, Jacques? Combien je mesure? Oui. 1,78 m, ouais. Un grand auteur de polar, nous dit ce merveilleux bandeau. Ça t'inspire quoi, ce bandeau qui te qualifie, et je suis très évidemment d'accord avec ce qui est mis dessus, comme étant un grand auteur de polar? Ça fait quoi de lire ça sur soi? Ça fait toujours du bien. Moi, Gérard Collard me suit depuis, enfin, il m'a repéré en 2016 avec la sortie du Loupin. Et puis depuis, tous les ans, il m'a fait le très grand plaisir, la joie et l'honneur de lire mon bouquin. Et quand il aime, il le dit. Et je sais il a pas un temps fou non plus pour lire, parce qu'il reçoit tellement de bouquins, on lui demande tellement son avis, que pour nous, c'est une chance à chaque fois quand il s'occupe de nous. Je dis nous parce qu'on est quand même nombreux auxquels il a fait ce cadeau-là. Moi, il me suit depuis 2016, donc ça fait 10 ans maintenant. Et à chaque fois, il publie son avis avec sincérité, je pense. Et puis en fait, quand il aime, il le dit. Et nous, ça nous fait du bien. C'est quand même le libraire le plus emblématique de France. Il a passé des années sur France 5 à dire du bien des livres qu'il aime. Non seulement les miens, j'ai eu cette chance, mais d'autres aussi. Il y en a pas mal d'autres qui ont été remarqués par lui. Et il nous fait du bien. Et il tire toute la littérature noire vers le haut. Parce que des émissions littéraires qui parlent de polar, suivez mon regard, il n'y en a pas des masses quand même. Hein. Il n'y a pas souvent des auteurs de polar qui sont invités dans les grandes émissions à télévision du livre. On voit souvent des mêmes têtes de littérature blanche. Moi, je trouve ça, et je parle pas pour moi, hein, mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus d'auteurs de polar qui soient invités dans ces émissions-là, parce qu'il y a quand même énormément de gens qui lisent des thrillers, des polars, et ça leur ferait du bien de voir des têtes de chez nous arriver dans ces émissions. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête, drôle ou touchante, inattendue, avec un éditeur en salon, avec des lecteurs, et que tu aurais envie de partager avec nous ce soir? Je me souviens, alors il y a un truc qui était drôle, effectivement, ça date de pas mal d'années, ça se passait au Salon du Livre de Provins. À cette époque-là, il y avait Cabu qui était là aussi avec nous, mais bon, là, ça ne le concerne pas, hélas. Et il y avait un gars qui était mais vraiment impénible, comme c'est pas possible. Hein. Alors, beaucoup de lecteurs qu'on adore, hein, franchement, mais il y a parfois des gens qui arrivent, c'est très rare même d'ailleurs, mais quand il y en a un, c'est vraiment pénalisant pour tout le salon, quoi. Et là, le gars arrive et il commence à m'entretenir mais je me rappelle même plus de quoi. Il est arrivé dans un vaisseau spatial et puis donc il cherchait son chemin un truc comme ça. Et je me dis, mais comment je vais me débarrasser de ce mec en fait? Et puis d'un seul coup, j'ai l'illumination, et puis je lui dis, je lui désigne, je crois que c'est Sébastien Mousse à l'époque, je lui dis, lui justement, je crois qu'il a la réponse à votre question, vous devriez aller le voir. Et donc le mec s'en va, il va voir Sébastien, et je vois Seb qui me regarde, il tourne la tête avec des yeux assassins en me disant, mais t'es qu'un pourri, toi, c'est pas possible. Et donc à ce moment-là, je me lève, je l'appelle au téléphone, et donc il reçoit l'appel, il dit, ah, excusez-moi monsieur, mais allez voir machin, là, parce que je pense qu'il a la réponse à votre question. Et en fait, on se l'est tous envoyés comme ça, tout autour du salon, et ça a pris la journée. Le roman 2026, il est sur les rails, ça c'est ce que j'ai cru comprendre, mais j'ai aussi cru voir pointer le bout du nez d'un jeunesse. C'est quoi les projets de Jacques Sausset? Alors oui, donc, le roman de 2026 est fini depuis plusieurs mois déjà, donc j'ai refait une version V2 suite aux remarques, comme je disais tout à l'heure, de mon éditrice, donc je lui ai envoyé il y a fin décembre. Hein. Donc j'aurai des retours, je pense, en janvier-février. J'avais un jeunesse qui attendait que je me libère, et donc je savais qu'il y avait un bug dans cette histoire, elle était beaucoup trop noire. C'est une histoire que j'ai écrite pour les jeunes de 8-10 ans. Loulou à la En fait, je me suis rendu compte.
Loulou à la Pardon ? plage. Pas Loulou à la plage. Non. Ah, c'est peut être une idée. Loulou jeune, en fait. Et non, mais en fait, cette histoire-là, elle était trop noire. Je me suis rendu compte, en plus, c'est vraiment un truc sur un fait assez sombre hein, au départ. Moi, c'est pas un thriller que j'écris, c'est pas du tout un thriller cette fois. J'ai voulu mettre une toute petite dose de fantastique dedans, donc c'est vraiment un truc qui est vraiment destiné aux jeunes. Et surtout, je veux qu'il y ait des dessins dedans. Donc, c'est pas un texte qui est très long, il fait 52 000 signes, je crois, à peine. Mais c'est quelque chose qui est très noir et il me manquait un peu de lumière dedans. Il me manquait une respiration, il me manquait un personnage qui apportait quelque chose qui permette aux enfants de respirer et puis d'absorber le truc. Et du coup, j'ai repris complètement cette histoire, j'ai rajouté ce personnage et finalement, ça m'a pas demandé tant de travail que ça et j'ai finalisé le livre en 4 jours, donc c'était vraiment très court. Donc ce bouquin-là est fait, donc je vais partir à la recherche d'un éditeur. Là, j'ai envoyé déjà un premier vaisseau spatial pour sonder un peu comment un tout premier éditeur, qui est assez logique, hein, où je suis en ce moment, et on verra par la suite. Et puis donc ça, c'est le roman jeunesse, et puis là, depuis ce matin, donc c'est pas vieux, j'ai repris une pièce de théâtre aussi que j'ai écrite il y a quelques années. Et en fait, ce qui m'intéresse là, c'est que je connais quelqu'un maintenant hein, qui joue dans des pièces de théâtre et c'est une actrice qui est vraiment exceptionnelle. Alors peut-être qu'elle regarde ce soir l'émission, mais en tout cas, Patricia, je pense bien à toi. Et puis non seulement ça, mais il y a Luna aussi, j'en connais deux véritablement. Et donc j'ai une possibilité peut-être de faire lire à des troupes une pièce et puis avoir un avis en fait. Parce que moi je sais rien du tout. Qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce que ça pourrait séduire ? Est-ce que c'est trop polar ? Est-ce que c'est trop noir aussi ? Là, il faudra que je vois, et de toute façon, il faut que je la retravaille. Donc voilà, là, je suis dessus. Je me suis donné jusqu'à fin janvier, parce qu'après, j'attaque mon nouveau roman, celui de 2027. T'as pas fini les défis de nous surprendre, et quel plaisir. Un personnage de Loulou inoubliable, le plaisir de retrouver Alice, et puis cette route, ce décor plein de sensations. Si vous n'avez pas encore lu Invisible, eh bien, vous avez face à vous un grand auteur de polar.